Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du Browning 1903 M07 du contrat suédois. Je vais parler un peu du contrat suédois, mais surtout du Browning 1903, ou FN 1903, ou Browning de guerre, ou encore grand modèle. Oui, il y a eu plusieurs noms, des noms commerciaux, des noms populaires. Pour nous aujourd'hui, on va simplement dire un Browning 1903, pour faire référence à son génial inventeur qu'on ne présente plus, John Moses Browning. Vous allez me dire qu'il y a un petit air de famille dans ce 1903. Oui, en effet, il ressemble à son cousin américain, le Colt 1903, ce qui semble logique puisqu'il s'agit du même concepteur. En fait, les deux pistolets fonctionnent de la même manière avec une culasse non calée, sauf que le Colt chambre le 32 ACP et le FN le 9 mm Browning long. Et là, vous devriez avoir une question. Comment se fait-il que la FN Herstal en Belgique et Colt aux USA vendaient quasiment les mêmes armes, sur les mêmes brevets, et provenant du même inventeur? Si JMB travaillait avec Colt depuis les années 1890, il avait proposé un brevet pour un petit pistolet en 32 ACP qui n'intéressait pas grand monde sur le marché américain. Mais il rencontra le directeur commercial de la FN Herstal venu en affaires sur le continent américain qui lui a été convaincu d'acheter le brevet pour ce pistolet. Cela donna naissance au FN 1900. Oui, le Browning 1900 en 7,65 Browning. Toujours la même cartouche utilisée aujourd'hui. Et comme JMB commençait à faire affaire avec la FN en Belgique, il y eut un accord avec Colt pour éviter que les uns et les autres empiètent sur les marchés respectifs. En gros, Colt avait les États-Unis et l'Angleterre, tandis que la FN avait toute l'Europe. En plus, Colt était plus intéressé par des pistolets de plus grande puissance qui pourraient être à destination d'un marché militaire, beaucoup plus intéressant. Ça se vérifiera plus tard avec l'adoption du célébrissime Colt 1911 en 45 ACP. Mais pour revenir à la FN Herstal en Belgique qui commençait la production du modèle 1900, les contrats militaires étaient faibles. Si le pistolet était reconnu comme étant une très bonne arme, il était desservi par sa faible cartouche de 32 ACP. Le modèle 1900 était par contre un best-seller de l'arme de poche et de défense personnelle en ce début de siècle. La FN, voulant percer sur le marché des armes militaires et surtout pour concurrencer le Parabellum de George Luger chambré en 9x19, demanda à Browning de proposer un pistolet plus gros, chambrant une cartouche plus puissante. JMB proposa alors ce pistolet, qui devint le modèle 1903. Malheureusement pour la FN, ce modèle 1903, même s'il dispose de qualités indéniables, après tout c'est quand même John Moses Browning qui l'a conçu, ne sera pas un succès commercial important. Si l'arme chambre en effet une cartouche plus puissante que le 7,65, elle reste assez imposante, et donc n'intéressera pas trop le marché civil, qui à ce moment-là est plus intéressé par une petite arme de poing qui peut se glisser facilement dans une poche. Et côté militaire, le problème demeure, la cartouche n'est pas assez puissante. Browning est parti du 32 ACP pour réaliser cette nouvelle cartouche de 9x20. Mais il suffit de la comparer avec le 9x19 inventé par George Luger à peine un an plus tôt pour les tests US. Le 9x20 pour un poids de balle à 110 grains développe une vitesse de 300 mètres par seconde et 350 joules, alors que le 9x19, pour un poids de balle à 115 grains, développe une vitesse de 360 mètres par seconde et presque 500 joules. Cette munition est loin d'être un succès aussi, on ne la retrouve que sur 3 autres pistolets au monde. Je sais que Partisan en fabriquait il y a quelques temps, mais je ne sais plus si elle est encore fabriquée aujourd'hui, mais sinon la cartouche se recharge facilement. Au final, l'armée belge fut peu intéressée et ne l'adopta qu'en petite quantité. D'autres nations en commandèrent, comme la Russie avec 7000 exemplaires. On peut noter aussi la Turquie avec 8000 exemplaires. Et bien sûr la Suède, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin. La Suède, dans le désir de remplacer les revolvers 1887 par une arme plus moderne, qu'est le pistolet semi-automatique, fit des tests dès 1903. Et durant ces tests, c'est surprenant, mais c'est bien le Browning 1903 qui s'imposa face notamment au Parabellum de Luger. Le nom officiel côté suédois est celui de Pistol M07. Lié à l'année d'adoption du pistolet, 1907. C'est pourquoi nous aujourd'hui désignons ce pistolet comme étant le Browning 1903 M07. La FN Herstal put livrer à la Suède 10 000 de ces pistolets, mais en 1914, la Belgique est envahie et l'usine ne produit plus d'armes. Durant la Première Guerre mondiale, la Suède reste neutre. Néanmoins, dans un souci préventif, elle a besoin d'augmenter ses stocks d'armes. Elle va donc produire sur son territoire ce modèle 1903. La manufacture qui se chargera de cette production est la très connue Husqvarna.
Bon, peut-être que vous connaissez cette entreprise plutôt avec ses motocross et ses tronçonneuses, hein, mais c'était une très grande fabrique d'armes. Bien sûr, cette production ne va pas se lancer du jour au lendemain, et ça ne va réellement démarrer qu'en 1917, pour s'arrêter en 1942, où le Lahti M40 devient son remplaçant. La production totale de ces M07 suédois s'élève à 85 000 exemplaires. La FNR Stahl, elle, après la Première Guerre mondiale, reprit la production du modèle 1903 jusqu'en 1939. Le nombre de pistolets vendus n'est pas très élevé puisqu'on atteint péniblement les 60 000 exemplaires. Heureusement, le GP35 fera bien mieux. Alors, si on regarde ce Browning 1903 M07 d'un peu plus près, qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà, au niveau de la finition, c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Il n'y a pas de bronzage, c'est un phosphatage. Les Browning 1903 qui sortaient de la FNR Stahl au début étaient bronzés, mais les Suédois, eux, changèrent au cours de leur production par un phosphatage, peut-être par rapport aux conditions et météorologiques de la Suède. Ce qui donne un aspect brillant et un aspect assez particulier qu'on ne voit pas souvent. Ensuite, on constate tout de suite que le pistolet est hammerless, c'est-à-dire que le marteau est à l'intérieur et ne se voit pas depuis l'extérieur. Autre particularité, il y a une pédale de sécurité qu'il faut maintenir quand on a le pistolet en main. Alors elle est vraiment petite, il y a une course très très fine. Si j'arme le pistolet, il faut que j'enlève le chargeur parce qu'il y a un arrêtoir de culasse. On voit un peu, c'est assez résistant, il faut vraiment une bonne prise en main assez ferme pour bien maintenir le pistolet, quoi. Donc il y a bien sûr une sécurité latérale qui permet d'éviter de faire partir le coup. Il y a un arrêtoir de culasse en fin de chargeur. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Le chargeur s'enlève avec un bouton qu'il faut pousser vers l'arrière. Ça va, c'est pas si difficile à faire que ça. Et on peut, il suffit de ramener la culasse en arrière pour faire revenir et rechambrer si j'avais remis un chargeur plein. Le chargeur, quant à lui, a une petite capacité de 7 coups seulement. On note qu'il y a une visibilité du nombre de cartouches qui restent dans le chargeur, et il y a aussi un petit ergot là. Je ne sais pas si on verra bien, mais ça laisse supposer qu'on pouvait mettre peut-être un petit outil, comme vous savez sur le Luger, le chargeur du Luger, on peut utiliser la clé pour faire descendre, parce que c'est vrai qu'au bout de 5-6 cartouches, enfin la dernière est assez difficile quand même à mettre. Alors par rapport au marquage, donc on a bien Husqvarna Vapenfabrik Aktiebolag, vous me pardonnerez mon suédois, système Browning. On a un numéro ici qui n'est pas le numéro de série, mais c'est en fait un marquage régimentaire, donc I pour infanterie. Je crois que c'est l'arme numéro 471 du 4e régiment d'infanterie, quelque chose comme ça. Sur les plaquettes, donc évidemment, on a la couronne suédoise, et ça c'est le logo de Husqvarna. De l'autre côté, le numéro de série, et puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Pour le démontage, pour ceux qui seront un peu familiarisés avec, je dirais, le Colt 1911, je pense qu'ils auront un peu moins de soucis à le démonter. On voit tout de suite qu'il y a un bouton là sur le dessus. Il va falloir appuyer dessus. Alors évidemment, là c'est très dur puisqu'il y a le ressort qui est en pression dessus. Donc on va enlever le chargeur, bien sûr, et on va mettre l'arme. On va ramener sur ce cran ici, au niveau de la sécurité. Voilà. Ensuite, on va faire pivoter le canon et on va relâcher. Et déjà, voilà, ça vient ensuite tout seul. Alors, il y a un coup à prendre parce que il faut absolument que le canon, les tenons là, de verrouillage du canon, en fait, passent dans un interstice dans le canon. On va voir ça. Je vais juste enlever le bouchon devant, donc il faut le monter, le mettre vers le haut.
Et là, on peut l'enlever. Et le canon, on le refait passer comme ça. Et voilà, donc il y a ces ergots, en fait, hein, les tenons du canon hein, qu'il faut faire passer. Il y a un interstice ici exprès pour le démontage, puisqu'il faut les faire, en fait, hein, le canon est comme ça à la base. Et il faut faire pivoter le canon pour qu'il sorte, hein, en fait, hein, tout simplement. Et voilà, on a le démontage sommaire hein, du pistolet. Allez, pour le remontage, il faut surtout bien mettre cette pièce-là dans son emplacement, sinon ça va être un peu galère. Alors j'ai pu essayer au stand une vieille boîte de cartouches de Norma. Elles font de très jolies flammes hein, d'ailleurs ces boîtes, hein, je vous en fais profiter sur quelques tirs. C'est très amusant au stand. En tout cas en cible, bah, c'est pas si mal que ça. Bon, on tient le visuel plutôt facilement, les organes de visée sont très corrects. On voit par contre que j'ai globalement mis tous mes coups hein, sur la gauche du visuel. Ça c'est un défaut de ma part. Mais sinon l'arme est tout à fait capable en cible. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur ce Browning M1903. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à commenter la vidéo, ça aide au référencement de celle-ci. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Ah, il a foiré sur la dernière.